pour une nouvelle vidéo, une des premières vidéos de cette année 2023, et il s'agit de mes coups de cœur pour l'année 2022. Alors, sachant que j'ai lu 160 livres, toutes sagas confondues, j'ai une bonne vingtaine de livres à vous présenter. Mais là encore, il y a des sagas, je ne vous présente qu'un seul tome, en général le tome 1 de ces sagas. Certaines fois, c'est une saga que j'ai commencé en 2022 et terminée en 2022, d'autres que j'ai simplement commencé ou avancé, ou juste terminé. Mais je vous montre un seul tome, parce que sinon ça ferait un peu trop. En général, les tomes 1, à part une fois de temps en temps, où je vais vous montrer un tome précis. Je vais aussi, je pense, parce que puisqu'il y en a plus d'une vingtaine, aller assez vite. C'est-à-dire, je vais vous présenter le livre, l'auteur et les thématiques. J'ai ouvert Booknode pour pouvoir vous dire les thématiques. Je ne pense pas vous faire les résumés. Sinon, la vidéo va durer 3 heures de temps, ce qui ne va pas être possible. Il faut aussi dire qu'il y a plusieurs numéros 1. Franchement, les numéros 1, je n'arrivais pas à les départager, c'était impossible. Mais même si un livre est 19e dans cette liste, c'est pas que je l'ai moins apprécié. Comme je vous dis, c'est tous des coups de cœur. À leur niveau, c'est tous des coups de cœur. Après, c'est sûr que sur les premières places, c'est vraiment des super ultra coups de cœur. Mais même le 19e, 20e à peu près, ça reste un coup de cœur. Et sur 160 lectures, et ce que je veux dire, ça veut quand même dire qu'il y en avait beaucoup de bonnes. Je suis bon public, c'est ça aussi. J'ai souvent des coups de cœur ou que je mets en or parce que franchement, je trouve ça très bon. Il peut y avoir des fois un coup de cœur sur un livre qui est noté 18 ou 19. C'est aussi une possibilité. Bon, là, je ne vous dis pas les notes qu'ils ont, c'est juste des coups de cœur. Enfin, voilà. Donc, c'est pas parce qu'un livre est 19e qu'il est moins bon. Au contraire, on va tout de suite commencer, on va pas perdre de temps, avec en 19e place, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Le livre L'Encyclopédie des animaux fantastiques, paru chez le Héron d'Argent, qui est de L.R. Brown, Ash Coullered et Vanessa Calico. Alors, les thèmes principaux, je pense que vous vous en doutez, c'est une encyclopédie des animaux fantastiques. Beau livre, hein, c'est un beau livre. Je vous montre une page comme ça. Mythologie, parce qu'on est sur des animaux de différentes mythologies, tout simplement. C'est vraiment les livres du Héron d'Argent sont toujours très beaux. Mais celui-là, ça a été un énorme coup de cœur. C'est vraiment the coup de cœur de cette maison d'édition pour 2022 et même pour 2021. Après, à la 18e place, nous avons un e-book. Il faut parfois savoir déplier les étoiles d'Erika Broyer, que vous aurez là, ou là, je ne sais pas. Je l'ai lu en e-book juste dans la période des fêtes, puisque c'est une sorte de calendrier de l'Avent. Il faut lire un chapitre par jour, du 1er décembre au 25 décembre. Et dans le roman, on a vraiment du 1er décembre au 25 décembre. Les thématiques pour ce roman, c'était romance, Japon, amitié, Noël, romance MM, donc relation entre hommes, young adulte. Et c'est paru, comme je l'ai lu en e-book, je ne sais plus dans quelle maison d'édition c'est paru. Est-ce que je vais vous trouver ça? Je n'ai pas fait attention. Independently Published, donc c'est de l'auto-édité. Bah, je pense que oui, parce que je vois rien sur la couverture à part le titre de l'autrice. Donc je pense que c'est de l'auto-édité. J'ai beaucoup aimé et franchement, je vous le recommande. Pour l'année prochaine, ça se lit vraiment comme un calendrier. Sauf que pour une fois, eh bien, ça se lit. Ce n'est pas sous forme de calendrier à ouvrir. Ensuite, nous avions en 17e position la saga Vampiria de Victor Dixon, dont j'ai lu les 2 premiers tomes en 2022 en lecture commune sur le Discord DLC, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui est paru chez Robert Laffont. Les thématiques de Vampiria, c'est donc vampire, young adulte, horreur, fantastique, vengeance, uchronie. Et là, le tome 3 est prévu en ce début d'année en lecture commune, toujours sur le Discord DLC, dont vous avez le lien en barre d'infos. En 16e position, nous avons le tome 1.1 et le 1.2 de la saga des Chroniques des Fleurs d'Opale d'Yelena, qui est de l'auto-édité, encore une fois. Dans la saga des Chroniques des Fleurs d'Opale, les mots-clés, entre autres, sont destin, fantaisie, romance, dieu païen, aventure. Ça, c'est pour le tome 1.2. Le tome 1.1, on peut aussi mettre que nous avons monastère. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Magie, orphelin, littérature française.
Là aussi, ça a été une super bonne lecture et j'ai hâte de continuer les tomes 2.1 et 2.2 en 2023. Ensuite, en 15e position, nous avons la saga la saga des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, paru chez PKJ. Alors, le tome 1, je l'ai lu en 2021, ça c'est une certitude. J'ai lu les tomes 3 et 4 en 2022, et peut-être le tome 2, je suis plus sûre. Je vous dis, avec 160 lectures, je me perds un petit peu, mais les tomes 3 et 4, ça c'est une certitude. Dans les Chroniques lunaires, les thématiques c'est contre-visité, science-fiction, contes et légendes, romance, dystopie et aventure, puisqu'on est en effet sur des réécritures de contes. Là, nous avons Cendrillon, nous avons Le Petit Chaperon Rouge, nous avons Réponse et Blanche-Neige. Ça aussi, c'est vraiment une saga coup de cœur. J'ai vraiment adoré. En 14, nous avons le tome 2, mais je vous montre le tome 1, c'est quand même mieux, du Grimoire d'Elfie, paru chez Dracou, de Arleston Alouette Mini Ludvin. J'adore cette BD, j'adore les graphismes de cette BD. C'est vraiment une BD coup de cœur. Premier tome lu en 2021, deuxième tome en 2022, et là il faut que je me lise pendant cet hiver le tome 3 qui est paru novembre ou décembre 2022. Les thématiques pour le Grimoire d'Elfie sont magie, sorcière, bande dessinée, jeunesse, amitié et famille. C'est vraiment une petite BD à mettre entre toutes les mains, surtout des jeunes. Je suis d'ailleurs en train de lire ce tome 1 au travail avec les loulous et ils aiment beaucoup. En 13, j'ai lu Victorian Fantasy, le tome 1 de Georgia Caldera, dont je vous mettrai la photo ici parce que je l'ai lu en e-book lors du challenge de Gladys Frisson d'octobre. Alors, au niveau des mots-clés, il faut que je trouve tout ça. Pour Victorian Fantasy, nous sommes sur du steampunk, époque victorienne, magie, fantastique, amour, sorcière. Et c'est paru chez... J'ai lu, voilà. Comme je l'ai en e-book, je ne me rappelais pas de la maison d'édition. Ça a franchement été une super lecture. J'ai passé un super moment avec ce premier tome et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Ça a été mon Georgia Caldera préféré. J'en ai lu plusieurs cette année et ça a été mon chouchou. En 12, j'ai lu Dark Rise qui a été un coup de cœur de C.S. Pacat paru chez Big Bang. Magnifique édition, encore une fois. Et pour Dark Rise, les mots-clés sont donc, que je vous trouve tout ça, fantasy, magie, guerre, mystère, héritage et young adulte. Vraiment un super moment de lecture. En plus, on l'a fait en LC sur le Discord des pépites de Gladys, donc c'était vraiment au top. En 11, nous avons London and Shale, le tome 1 comme le tome 2, Britannice et Thierry, paru chez Hugo Roman, en version poche, en l'occurrence pour celui-là. Pour ce qui est des mots-clés, nous avons donc romance contemporaine, dépression, romance, famille, deuil, solitude. Là aussi, un petit bijou, mais de toute façon, les Britannice et Thierry, je les mets toujours, jusqu'à maintenant, ça a toujours été des coups de cœur pour moi, donc il n'y a pas de mystère. Autant le tome 1 que le tome 2, parce qu'il a été divisé en deux parties, ce tome. En 10, nous avons L'As de cœur de Morgane Moncomble, paru aussi chez Hugo New Romance en format poche. C'est mon premier Morgane Moncomble, ce sera certainement pas mon dernier vu que ça a été un coup de cœur. Pour les mots-clés, nous avons donc poker, romance, mensonge, Las Vegas, relation père-enfant, traumatisme d'enfance. Franchement, c'était vraiment une pépite. Là aussi, il n'y a pas de mystère, au top. En 9e position, nous avons la saga Snow Crystal, les frères O'Neill, les tomes 2 et 3. Là, je vous ai pris le tome 3, qui est paru chez HarperCollins, format poche. C'est du Sarah Morgan. Là aussi, je pense que pour moi, Sarah Morgan va être une valeur sûre. Parce que, clairement, c'est pépite. Là, pour le tome 3, nous avons romance contemporaine, romance Noël, chick-lit, sport d'hiver, famille. Pour le tome 2, il se déroule en été, il faut le savoir, hein, c'est pas en hiver. Donc, on peut pas... Le tome 1, lui, par contre, est aussi en hiver. Pour le tome 1, pour le tome 2, nous avions érotisme aussi comme mot-clé et passé douloureux. Voilà, en plus de romance, famille... franchement, ça c'est aussi des petites lectures doudou, il n'y a pas de mystère, quoi.
En numéro 8, nous avons le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, le tome 1, que je vous mettrai ici ou ici, puisque c'est à nouveau un e-book que j'ai lu. Et je l'ai lu dans quel format je l'ai lu, moi? Chez qui? Je ne sais pas. Le livre de poche, je pense que c'est ça que j'ai dû lire, dans la collection Les livres de poche. Mais j'en suis pas sûre. Mais il me semble que c'est cette édition-là en e-book. Et les mots-clés avec le livre perdu des sortilèges, sorcière, sorcellerie, fantastique, amour, romance, livre ancien et vampire. Ça a vraiment été une super lecture du challenge de Les Pépites de Gladys pour Frisson d'Octobre. Encore une fois, de toute façon, le challenge Frisson d'Octobre a été un super challenge. J'ai eu pratiquement que des coups de cœur ou des en or, donc c'est aussi des 18 à peu près. En 7, j'ai mis The Prison Heller, le tome 1, La guérisseuse de Zalindov de Lynette Noni, paru chez... parce que j'ai lu un e-book, je vous le mettrai aussi ici, chez Hachette Roman du coup. Et alors là, encore un coup de cœur monumental, j'ai adoré la fin, je ne l'ai pas vu venir du tout. Et de toute façon, c'est une histoire qui est recommandée par Sarah J. Maas. Et quand on sait que Sarah J. Maas est par là dans la pile des favoris, voilà. Les mots-clés, fantasy, romance, prison, magie, young adulte. Et il y a un mot-clé que je ne vous dirai pas. Parce que moi, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu quand j'ai fait ma lecture. Et si je l'aurais vu, ça m'aurait peut-être un petit peu spoilé. Je trouve que ce mot-clé peut apporter, peut faire réfléchir sur le roman à la chose que moi, je n'avais pas deviné, parce que je n'avais pas ce mot-clé. À l'époque, il n'y était pas. Je n'avais pas fait attention. Mais je trouve que ce mot-clé spoil un petit peu, donc je ne vous le donnerai pas. En 6e position, nous avons Witch and God, le tome 1 de Liv Stone, paru chez BMR. Moi, je préfère ses couvertures. Je sais que beaucoup de monde préfère les nouvelles. Voilà, moi j'aime bien les couvertures sexy, voilà. Alors après, il ne faut pas qu'ils soient complètement walpés en train de s'envoyer en l'air. Là, ça va, ils sont de profil, donc ça va. Voilà, alors pour Witch and God, les mots-clés, c'est mythologie grecque, sorcière, romance paranormale, divinité olympienne, magie, mariage arrangé et fantasy. Franchement, saga coup de cœur. Il faut vraiment que je la continue d'ailleurs. Je n'ai lu que le tome 1. Est-ce que vous y croyez? Coup de cœur astronomique. Ma maman aussi. Et on a lu que le tome 1. Voilà. Donc c'est une saga qu'il faut que je continue absolument. Parce que là, je vous ai présenté des sagas que j'ai terminées. Comme les Snow Crystal, les frères O'Neill. Donc Dark Rise, c'est un tome 1. Mais on n'a pas la suite. Hein, pour l'instant, ni en VO ni en VF. Les Chroniques lunaires, ça j'ai terminé. Et puis Vampiria, le tome 3 est en lecture commune ce mois-ci. Donc, après, qu'est-ce que j'ai mis en 5? Ah oui, My Dear Fucking Prince de Kazema Kiston, paru chez Lumen Édition. Je sais que c'est un livre qui fait débat. Soit on aime, soit on n'aime pas. Et personnellement, j'ai adoré. C'est tout ce que j'aime. On est sur de la romance MM, la romance contemporaine, homosexualité, politique, young adulte et royauté, puisqu'on est avec le prince Henri d'Angleterre, c'est pas Harry, c'est Henri, et Alex Claremont Diaz, fils de la présidente des États-Unis. Donc on a de la représentation LGBT et en plus on a un personnage de couleur. Et même ma maman qui n'aime pas spécialement lire des romances LGBT, c'est pas ce qu'elle préfère. Finalement, j'ai envie de dire qu'elle aime bien, puisqu'elle a lu celui-là et qu'elle l'a adoré, et tout comme elle a lu d'ailleurs la trilogie de Prince Captif, qu'elle a aussi adoré. Donc finalement, comme quoi, des fois de base on dit c'est pas mon genre, et on aime bien. En 4e position, je cherche, hein, j'ai ma liste qui est là. En 4e position, voilà, La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, le tome 1, qui est là en collector, très beau, qui existe en brochet. Et le tome 2 aussi, et c'est surtout sur le tome 2. Le tome 1, j'ai mis or, j'ai mis 18 ou 19, mais le tome 2, j'ai mis 20 sur 20. La fin du tome 2, je ne veux pas dire que je l'avais vu venir ou pas vu venir, en fait c'est un entre-deux. J'ai eu des soupçons, à un moment donné, sur l'événement qui se passe à la fin du tome 2, je me suis dit, ouh, je sais pas, il y a anguille sous roche, mais ça a été super bien amené. On ne peut pas dire le contraire. Donc, les mots-clés pour la passeuse de mots: fantaisie, aventure, roman, quête, jeunesse, amitié, voleur,
Ça, c'est pour le tome 2, mais ça fait aussi pour le tome 1. Magnifique. Pour moi, encore une fois, c'est une saga qui plaît ou ne plaît pas. Alors, malheureusement, je ne suis pas à jour non plus, puisque le tome 3 est sorti. Mais comme vous le voyez, moi, je l'ai en édition collector. Parce que c'est des gros pavés. Hein. Alaric et Jennifer Price, c'est en plus de la romance. C'est en plus un roman français, comme Witch and Gods et d'autres qui sont déjà apparus, qui vont encore paraître, là, dans la liste. Mais je l'ai lu à la base en e-book lors d'une lecture commune sur le discours de DLC. Et le tome 2, je l'ai lu aussi en e-book. Et je savais que le tome 3 allait sortir en 2022, et normalement le tome 4 en 2023. Et puis, mais j'attendais, parce qu'ils ne sont pas donnés à l'achat. Je ne sais pas, j'attendais en fait. Je les avais lus, je les avais adorés, je suis sûre que ma maman va aimer, mais j'attendais. Je ne sais pas ce que j'attendais. J'ai dû avoir fané, puisque, eh bien, fin de printemps, début d'été, on nous a donc annoncé la version collector du tome 1. Donc je l'ai pris. Ma maman a vu cette version de tome 1 et elle a vu le trailer que Alaric et Jennifer ont fait pour le tome 1. Et elle a très envie de le lire. Mais je n'ai que le tome 1. J'espère que le tome 2 et les autres seront faits aussi en collector. Et à ce moment-là, quand elle en aura plusieurs à lire, je lui donnerai. Parce que ma maman ne retient rien. Il y a des jours, je lui demande « Qu'est-ce que tu as lu aujourd'hui ?» Elle ne se rappelle plus. Elle mélange les noms des personnages d'un univers à l'autre. Une fois que je lui dis oui, même une semaine après avoir fini une lecture, je lui dis « Tu te rappelles ce livre ?» Et puis, alors si je lui rappelle le résumé, elle va se rappeler. Mais si je lui dis le livre avec ce nom et de tel auteur, voilà. Donc c'est pour ça que j'attends qu'on ait au moins les 2 premiers tomes pour qu'elle le lise. Et puis bah, j'attends pour lire le tome 3, parce que si on a à nouveau un cliffhanger comme à la fin, il n'y a pas vraiment de cliff, mais on a quand même une grosse révélation à la fin du tome 2. Donc le tome 3 vient de sortir, octobre ou novembre, quelque chose comme ça. Ils vont, je crois, le sortir à peu près à la même période en 2023. Autant attendre quelques mois avant de lire le tome 3. En numéro 3, nous avons une autre saga chouchoute. Je suis à jour dans celle-là. Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, paru chez Hugo Roman. Alors oui, c'est olé olé, on va pas dire le contraire. Hein. Là, je suis à jour, comme je vous ai dit, je suis contente. Il y a un tome 4 qui est prévu. Je trouve que, je sais que je ne suis pas la seule, Hugo nous a présenté ça de manière qu'on a cru que la saga se concluait avec le tome 3. Pas du tout. En plus, moi je savais qu'en anglais, il y avait un spin-off. Parce que là, on suit Perséphone globalement. Mais il y a un spin-off. Et ce spin-off, c'est sur Hadès. Et il se passe vraiment entre chaque tome. Entre le 1 et le 2, vous avez un tome 1.5 sur Hadès. Entre le 2 et le 3, vous avez le 2.5 sur Hadès. Donc voilà, déjà moi ça, je le savais par contre. Mais je croyais vraiment que le tome 3 était le dernier. Et quand on arrive à la fin du tome 3, et ben on réalise que c'est pas le dernier. Il y a un tome 4 et il n'est pas encore sorti en anglais. Donc en français, on a le temps. Mais au moins, je suis à jour. Donc, Hadès et Perséphone, les thématiques, c'est romance, érotisme, il y en a beaucoup, je vous préviens, mythologie grecque, réécriture, romance érotique, sexe. Alors oui, on met bien l'accent dessus, mais c'est important parce qu'il y a en effet beaucoup de sexe dans ces romans. Si vous n'aimez pas ça, je pense qu'il vous faut passer votre chemin. Par contre, par exemple, eh bien, Nina a commencé le tome 1, elle n'a pas aimé parce qu'il n'y avait pas assez de mythologie à ses yeux, puisque oui, au début du tome 1, Perséphone veut se faire passer pour une humaine, et elle étudie dans une université, un truc dans le genre. Il faut passer plus loin dans le roman pour commencer, et plus les tomes avancent, plus il y a de la mythologie. Mais il faut aller plus loin dans le récit. En 2, une sortie assez récente, mais que j'ai adorée, clairement mon préféré de tout l'auteur, L'Empire du Vampire, J. Christophe, le tome 1, paru chez De Saxus. Le tome 2 n'est même pas encore sorti. Je suis frustrée parce que j'ai vraiment adoré. En 2022, j'ai lu les tomes 2 et 3, c'est sûr, de Nevernight. Je ne sais plus si j'ai lu aussi le tome 1 ou s'il était en 2021. C'est aussi des lectures coup de cœur, hein, le tome 2 et le tome 3 de Nevernight, mais je ne pouvais pas tout mettre. J. Christophe, vraiment, Nevernight et L'Empire du Vampire, c'est coup de cœur. Mais il faut choisir, et j'ai choisi de présenter L'Empire du Vampire, qui a été encore plus coup de cœur pour moi que Nevernight, si c'est possible. Dans L'Empire du Vampire, les thématiques, c'est fantasy, dark fantasy, vampire, horreur, magie, empire, et on a aussi du sexe là-dedans, et un langage assez vulgaire, il faut quand même le dire. Mais moi j'ai adoré, franchement, il y a un truc à l'intérieur, ça m'a fait penser à un autre livre, j'ai adoré. Enfin voilà, j'ai adoré comment J. Christophe prend notre religion, enfin la religion, le christianisme et tout ça,
et qui le tourne à sa sauce dans un univers inventé, mais on reprend des basiques de la religion du christianisme, quoi. Donc, c'est assez, voilà, je ne veux pas en dire plus, mais franchement, gros coup de cœur. Et ça, c'était donc le numéro 2. Oui, et là, on a encore tout ça en numéro 1. Le premier numéro 1, parce que je ne peux pas départager, on a toute la saga de Throne of Glass, qui est donc Keleana en français de Sarah J. Maas. Ah bah c'est le seul, ah non, il y en a un autre de Sarah J. Maas. Voilà, moi je l'ai lu en VO, j'ai commencé en VF en 2021, j'ai eu le tome 1, 2, 3 en VF, et puis La Martinière, clairement, en 2021 ils ont sorti un seul tome, en 2 parties en plus, le tome 4.1 et 4.2, pourquoi ils l'ont divisé, personne n'a compris. En 2022 ils ont sorti le tome 5, là ils ont annoncé que pour 2023 ils sont en train de préparer le tome 6. Donc, clairement, avec Amélie, on a eu cette impression qu'ils allaient nous en sortir qu'un seul par année. Donc, Amélie, c'est ma copine littéraire avec qui je fais souvent des lectures communes en privé. Et on s'est dit qu'on avait envie de les avoir en VO, puisqu'on lit en VO. Et surtout, eh bien, oui, on avait envie de ne pas attendre encore 1 an, 2 ans, 2 ans et demi avant d'avoir la fin, quoi. C'est pas possible avec La Martinière, ça prend trop de temps. Franchement, d'ailleurs, on a bien fait, et même en lisant toute la saga en VO, soit 8 tomes, parce qu'il y a un 0.5 en VO qui n'existe pas en VF. C'est-à-dire que dans les anciennes éditions de La Martinière, ils avaient fait une des 3 ou 4 nouvelles en e-book, je crois qu'elle est, qui est traduite en nouvelles françaises. Mais en anglais, c'est un 0.5 avec 3 ou 4 nouvelles, comme je vous dis. Et on a vraiment bien fait de décider de s'acheter le coffret et de les lire. C'était presque un tome par mois. On a fait des fois une pause. Celui-là, peut-être un peu plus qu'1 mois. Bon, peut-être pas finalement, je ne sais plus. Parce que certains sont gros. Mais on a bien fait parce que malgré ça, au mois de mars-avril, à peu près au mois d'avril, je crois, 2-3 semaines après la sortie de Crescent City 2, Sarah J. Maas a donné une interview spoiler de Crescent City 2, une seule. Et je me suis fait spoiler une scène de ce tome 7 de Keleana, puisqu'on en était au tome 4 à peu près dans notre lecture en VO, donc en anglais. Alors, donc voilà, j'ai remercié La Martinière de mettre autant de temps à traduire. Je pense que si certaines personnes lisent du Sarah J. Maas et ont tout lu et sont un jour sur Sarah J. Maas, ils savent pourquoi je le dis. Enfin, ceux qui n'ont pas pu lire en VF, donc Keleana, mais qui savent qu'on peut tout lire l'univers traduit en VF. Voilà, ils sont de quoi je parle. Alors, Keleana, on a comme mot-clé fantasy, young adulte, guerre, aventure, autre monde, romance. Moi, je rajouterais dragon. C'est des vivrins, hein, c'est des dragons, c'est un peu pareil. Fae, sorcière, humain. Il y a de la politique aussi, complot politique. Il y a franchement tout ce qu'il faut dans cette saga. Pour moi, c'est pépite. J'ai commencé la saga en 2021, en fait, en français, donc. Le premier tome, j'ai mis 17 ou 18, c'est pas le meilleur. Le deuxième tome, ça allait déjà mieux. Et à partir du tome 3, ça a été tome 3, tome 4, tome 5 et tome 7, ça a été des coups de cœur. Le tome 6, il est sur Shaol et Nasrin, et un autre perso que vous ne connaissez pas encore en français, mais que nous, on a découvert dans le 0.5 en VO. Il est un peu en dessous. Voilà, il est un peu en dessous parce que malheureusement, Sarah J. Maas a décidé que Shaol et Nasrin allaient dans un autre continent, et que du coup, en même temps que ce qui se passe dans le tome 5, en parallèle, et du coup, elle a décidé qu'elle allait faire un tome 5 sur les personnages restants sur le continent, et le tome 6 sur les personnages qui vont sur un autre continent. Mais du coup, vu la fin du tome 5, c'est clairement pas ce qu'on avait envie d'avoir. Nous, on voulait la suite de ce qui arrive à Keleana dans le tome 5 à la fin. Ça risque de frustrer d'ailleurs en français, parce qu'on s'est fait le tome 6, je sais que on se l'est fait à nous deux avec Amélie, mais quelqu'un d'autre l'a lu autour de nous, enfin elle avait commencé en anglais, et elle crochait, mais pas comme les autres livres, parce que c'est pas ce qu'elle attendait non plus. On attendait, on aurait voulu savoir ce qui arrive à Keleana en fait. Toujours numéro 1, là c'est que des numéros 1, hein, donc. Là-haut réside l'hiver de Laetitia Arnaud, paru chez Twinkle Éditions. Absolument magnifique, c'est à relier, bien sûr.
J'ai participé à sa création et je ne pouvais que le mettre dans mes coups de cœur parce que ça a été un de mes plus beaux coups de cœur de 2021, là aussi. On est pour les thématiques sur la nature, fantastique, contes et légendes, quête d'identité. Voilà, et oui, contes et légendes, c'est marqué, hein, parce qu'on a clairement un petit peu d'inspiration de contes, mais si vous aimez l'hiver, si vous aimez les lectures doudou, et on peut aussi dire qu'on a une touche, oui, la nature c'est marqué, mais on peut aussi dire une touche écologique un petit peu. Mais c'est pas une touche d'écologique, vous savez, à coup de marteau. Non, c'est bien fait. Et j'ai trouvé la plume de Laetitia Arnaud hyper poétique. Moi, je ne peux que vous la conseiller. En tout cas, magnifique coup de cœur. Toujours dans les numéros 1, nous avons L'Ours et la Renarde de Errance d'Or, l'intégrale, qui est de l'auto-édité. Vous pouvez trouver les tomes 1 et 2 en version brochée sur Amazon. Et l'intégrale, par contre, ne se trouve pas sur Amazon. Et vous n'aurez plus le jaspage de couleur. C'était pour la campagne Ulule. Maintenant, de temps en temps, elle remet des stocks. C'est-à-dire qu'elle fait des précommandes sur son site ou sur son Instagram. Mais il n'y aura plus le jaspage. Ça coûte cher et ça prend beaucoup de temps. Donc maintenant, par contre, vous aurez toujours cette belle édition que j'ai là. L'Ours et la Renarde, ça a été aussi une lecture incroyable. Par moments, ça m'a véritablement retourné les tripes parce qu'il y a énormément de thématiques. Je vais vous les citer. On est dans un univers de fantaisie, trahison, animaux, esclaves, violence psychologique, violence sexuelle, LGBT aussi. Ça, on peut le mettre. Clairement, on est sur un récit avec des animaux, hein, il faut le dire, mais des animaux qui sont très humanisés. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez ce que je veux dire. Franchement, c'est poignant. Voilà, il y a de la violence, comme je vous ai dit, psychologique, il y a de la violence physique, il y a de tout. C'est un bijou, ce livre. Franchement, ma maman l'a lu aussi, et elle a été impressionnée. C'est un auto-édité par une jeune autrice. Elle a, elle aussi, été impressionnée par ce récit poignant, quoi. Les thématiques, les personnages, tout est absolument incroyable dans ce récit. Il mérite d'être beaucoup plus connu que ça. Moi, je trouve vraiment le travail de Errance d'Or sur cette duologie incroyable. Encore un coup de cœur monumental. La Guilde des Ombres d'Anatrice, paru chez Plume Blanche. Regardez-moi cette beauté. Alors, les tomes sont tellement gros, ils font à peu près 500 pages chacun, 500 et quelques, qu'en fait, les tomes sont divisés en deux. Ça, c'est le tome 1.1, il y a le 1.2, le 2.1 et le 2.2. Voilà ce que j'ai lu actuellement. Et je possède déjà les 3.1 et 3.2, puisque je me suis pris le pack Plume Blanche 2023, où j'ai reçu au mois de novembre à peu près les 12 parutions de l'année 2023. Je ne sais plus quand doit sortir le 3.1 et 3.2, je crois que ça doit être au mois d'avril. Mais je peux me tromper, mars, avril ou mai. Alors, les mots-clés pour la Guilde des Ombres, tome 1, 1.1, assassin, dark fantasy, dragon, elfe, apprentissage, fantasy. Après, il y a d'autres choses, hein. Il y a aussi des quêtes, destin. Qu'est-ce qu'on met déjà pour les autres mots-clés? Mais je crois qu'il y a prophétie. Oui, oui, voilà. Me semble-t-il qu'il y a prophétie. Mais enfin, de toute façon, il y a une prophétie. Donc voilà, de toute façon. Complot, mort, érotisme. Oui, très important aussi. Il y a de l'érotisme dans la Guilde des Ombres. Pas dans le tome 1.1, mais dans le 1.2, il y a énormément de scènes érotiques. Et il y en a un petit peu dans les autres tomes, mais c'est plus light. Voilà, Dark Fantasy aussi, je vous l'ai dit, quête et prophétie. Vraiment un univers riche, un univers magnifique. Moi, je compare cette saga d'Anatrice à du Tolkien, pour vous dire à quel point j'ai aimé. Voilà, pour moi, c'est... Et une autrice française. Tout comme là, c'était une autrice française, auto-éditée. Et là aussi, c'était une autrice française. Comme quoi, vous voyez que dans mon top livre de l'année 2022, on a vraiment pas mal d'auteurs français. On avait aussi Livestone avec Witch and God, Yelena, on a pas mal de français. Après, les deux numéros 1, voilà, les autres sont aussi des numéros 1, mais alors ceux-là, c'est les numéros 1 du numéro 1. La saga From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout. J'ai lu pour sûr en 2022 le tome 3 et le tome 4, donc en anglais, plus le tome 2 en français quand il est sorti. Donc j'ai lu en tout cas 3 tomes lors de 2022. Et pour From Blood and Ash, les mots-clés fantasy, romance, new adult, sexe, érotisme, high fantasy, parce qu'il y a énormément d'érotisme et de sexe dans ces livres, on ne va pas se le cacher. Le vocabulaire est aussi un petit peu cru parfois,
C'est de l'adulte, c'est pas pour les enfants. Hein. Je crois d'ailleurs que c'est marqué, non je ne sais plus. Mais je crois que sur les derniers tomes sortis, c'est marqué en français que c'est pour plus de 16 ou 18 ans, hein, c'est marqué. Et en plus de From Blood and Ash, que j'ai lu donc 3 tomes cette année, un qui était en relecture, le tome 2 en français, il y a, mais je ne l'ai pas mis là, parce que je le compte dans l'univers de From Blood and Ash, il y a le premier tome de Flesh and Fire, A Shadow in the Amber, toujours de Jennifer L. Armentrout, qui est le spin-off de From Blood and Ash, qui se passe 10 000 ans, 15 000 ans, je ne sais plus. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, bah je sais plus. Je sais plus combien de milliers d'années il se passe avant la saga de From Blood and Ash avec Poppy et Hawke. On est vraiment sur... les royaumes ne sont pas du tout encore ce qu'ils sont dans From Blood and Ash. On découvre en fait les royaumes, comment ils étaient il y a avant. Et la naissance de certains royaumes, je pense que ça va amener. Et pour Flesh and Fire, donc le premier tome, A Shadow in the Amber, on est en fantasy romance spin-off, une adulte romance paranormal, vampirisme et érotisme aussi. Hein. Il y en a aussi. C'est pas aussi forcé pour l'instant que dans From Blood and Ash, mais il y en a aussi. Franchement, c'est un génie cette femme. Ce qu'elle a su faire avec ce spin-off, l'intégrer, il faut vraiment lire dans l'ordre de parution. C'est-à-dire que ça, c'est le tome 4. Entre le tome 3 et le tome 4, il y a donc Shadow in the Amber à lire. Et entre le tome 4 et le tome 5 qui va paraître en 2023, été 2023, il faut lire le tome 2 du spin-off. Parce qu'il y a vraiment des connexions qui sont faites. Si vous ne lisez pas le spin-off, vous allez être perdu dans le tome 4 et moins comprendre certaines choses. Et le génie de cette femme d'ailleurs. Moi, franchement, j'adore ce qu'elle fait. Je ne peux que vous recommander cette saga. Et alors là, c'est paru chez Blue Box Press. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, le coup de cœur. Après, ils sont ex aequo, hein, comme je vous dis. Alors là, pour le sang et la cendre, je suis à peu près à jour. Hein. Pour From Blood and Ash, j'ai tout lu. J'attends le tome 5 qui doit donc sortir cet été. Par contre, j'ai pas encore lu le tome 2 spin-off de A Shadow de Flesh and Fire, donc le deuxième tome, qui est, je ne sais plus comment il s'appelle. Il vient de sortir là au mois de novembre. Il faudra que je me fasse ça courant... février, mars ou avril, en tout cas avant la sortie du tome 5, ça c'est une certitude. Alors, en tout cas pour la saga From Blood, je suis à jour. Et enfin le dernier, et pas des moindres, il a quand même une place particulière dans mon cœur, surtout pour cette fin. Maintenant qu'il est sorti en VF, il y a quand même certains Français qui savent de quoi on parle quand on leur a dit que la fin était là. Tome paru au mois de mars de cette année en VO et au mois de novembre, si je vous dis pas de bêtises, en anglais, non, ou décembre même, je ne sais plus, novembre ou décembre en français. Le Crescent City, tome 2 de Sarah J. Maas, là c'est la version VO, qui est donc chez Bloomsbury, si je vous dis plus de bêtises. Oui, Bloomsbury Publishing, et en français, chez De Saxus. J'ai pas précisé le sang et la cendre en français, De Saxus aussi. Hein. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de Sarah J. Maas et de Crescent City? On le voit passer en plus partout en ce moment, un peu comme From Blood and Ash. Coup de cœur astronomique, là aussi, ma queen, ma reine, c'est Jennifer L. Armentrout et Sarah J. Maas, c'est des queens. Mais vu cette fin de Crescent City 2, Sarah J. Maas, elle est quand même là, il faut quand même le dire. Et alors, pour les mots-clés de Crescent City 2, on a New Adult, fantasy urbaine, romance, fantasy, fae, rébellion, mais on a aussi métamorphe, et moi j'ajoute toujours pour ce tome 2, c'est pas valable pour le tome 1, mais c'est valable pour ce tome 2, qu'il y a un côté science-fiction. Voilà, il y a 3 points dans ce tome 2 qui nous amènent un petit peu sur de la SF. Et je trouve que c'est important de signaler parce que en VO, il n'y avait pas dans les thématiques le fait qu'il y avait cette touche de science-fiction à 3 reprises. Et plusieurs personnes qui l'ont lu en VO ont été déstabilisées justement par cette petite touche de science-fiction supplémentaire qui fait que ce n'est plus uniquement de l'urban fantasy, mais un petit peu de la science-fiction. Coup de cœur astronomique, il n'y a rien d'autre à dire, voilà. Et forcément, c'était le dernier, forcément, hein. Ex aequo, les numéros 1, il y avait forcément du Jennifer L. Armentrout et du
Sarah J. Maas. Je ne vous ai pas mis dans cette liste le fait que j'ai relu toute la saga Dakota de Sarah J. Maas, que ça a été à nouveau un coup de cœur, parce que je les ai lus en français d'abord en 2021, et je les ai relus tous en VO en 2022, en même temps que Keleana en VO. Et Crescent City, c'est pareil, j'ai lu le tome 1 en VF, puis je l'ai lu en VO, juste avant la sortie du tome 2, pour pouvoir me lancer dans la sortie du tome 2 en VO. Et là, je suis en train de le relire en VF, tout doucement, pour le savourer. Et bien voilà, on a fait le tour de cette grosse pile avec 19 sagas, livres, one-shot différents. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos coups de cœur à vous, si vous avez lu certains de ces livres, ou s'ils vous font envie. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!